Bonjour, je m'appelle Jean-François Vallée, je suis professeur ici au département de lettres, d'art et d'histoire de l'art depuis de nombreuses années, depuis 29 ans en fait, cette année. J'enseigne la littérature, j'enseigne les médias, j'enseigne la création littéraire et je fais de la recherche aussi depuis plusieurs années. Après ma maîtrise et mon doctorat en littérature comparée, j'ai fait un post-doctorat en littérature française et j'ai travaillé à la fois sur la littérature moderne et la littérature du 16e siècle, la littérature de ce qu'on appelle la Renaissance. Quand je faisais mon doctorat sur la littérature de la Renaissance, je me suis intéressé à la révolution de l'imprimerie, à l'impact de ce nouveau média-là. Et au même moment, dans les années 90, Internet arrivait dans les universités. Je me suis intéressé donc aussi à l'impact de ce nouveau médium qui est le nôtre aujourd'hui, le médium numérique. Et donc, j'ai toujours essayé de relier ensemble mes deux intérêts, la littérature du 16e siècle et les nouvelles technologies numériques. Donc, j'ai fait des recherches plus théoriques aussi sur ce domaine-là, dans des écoles de pensée qu'on appelle l'intermédialité ou l'écologie des médias, des gens qui s'intéressent un peu aux interactions entre les différents médiums qui existent à une époque, là, qui forment un environnement autour de nous. Et j'en suis venu aussi plus récemment à faire des projets peut-être un peu plus pratiques, là, moins théoriques. J'ai fait une édition numérique, 2 éditions numériques en fait, d'un texte de la Renaissance, des dialogues satiriques très drôles et très mystérieux. Donc, j'ai fait une édition en France à l'Université de Tours pour les bibliothèques virtuelles humanistes, une édition qui est encodée selon des principes, des standards qui sont faits pour tous les documents de toutes les époques, de toutes les langues, de tous les styles. Et j'ai fait ensuite une version web plus accessible où j'ai adapté le texte en moyen français du 16e siècle, en français moderne, pour qu'il soit plus lisible, avec des notes qui s'affichent au passage de la souris, des informations contextuelles et tout, pour que ça soit plus accessible. Et plus récemment encore, j'ai essayé d'ajouter une nouvelle corde à mon arc, si on peut dire, en continuant à travailler sur l'édition numérique. En ce moment, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le GREN, qui travaille sur les éditions critiques numériques, mais je suis responsable aussi dans ce groupe-là d'un nouvel axe qui va plus vers la création ou vers l'édition de textes littéraires de création. Ma première expérience de point de vue-là, ça a été il y a 2 ans, avec le début de la pandémie, en fait. On a fait un recueil de textes pour le web, d'auteurs de la France, du Canada, des États-Unis, des textes qui étaient inspirés par le début de la première vague de la pandémie de COVID-19. Ça s'intitule le Novandécameron. C'est basé sur un texte de la Renaissance célèbre qui s'appelle le Décameron, qui avait été créé à l'époque des épidémies de peste au 14e siècle en Italie. Et nous, on s'est inspiré de la pandémie, évidemment de la COVID, pour faire un nouveau Décameron, Novandécameron, mais c'est un petit jeu de mots subtil. Novandéca, ça veut dire 19 en fait, là, en latin, là, comme préfixe. Et on a des textes d'auteurs très connus, comme Nicole Brossard, Élise Turcotte, mais aussi des traducteurs, des chercheurs, des chercheuses qui ont pris le risque d'écrire des textes de fiction. On a des images aussi, on a des balados dans cette édition web-là. Et on est en train de préparer une version PDF, EPUB de ces textes-là qui va sortir là, dans les prochaines semaines. Donc, en gros, c'est à peu près ce que je fais comme recherche, comme travail. Là. Donc, travail sur les médias, sur la littérature, sur le numérique, sur l'édition, sur l'histoire du livre aussi. J'ai beaucoup travaillé sur les débuts de l'histoire du livre parce qu'il y a beaucoup de liens à faire avec notre époque. Hein. On est dans une révolution peut-être aussi importante, sinon plus, que celle de l'imprimerie au 16e siècle. Donc, il y a plusieurs liens à faire entre ces 2 époques-là. Personne ne peut prévoir, évidemment, l'avenir. Je pense que le livre sur papier va rester quand même pendant un certain temps parce que c'est un médium idéal pour des textes plus longs. Le manuscrit, d'ailleurs, a continué à être utilisé pendant au moins 2 ou 3 siècles après l'invention de l'imprimerie. Beaucoup d'auteurs, il y a même des auteurs au début qui refusaient d'être imprimés, ils ne trouvaient pas ça sérieux, le livre imprimé, puis ils insistaient pour circuler uniquement sous format manuscrit dans les cours auprès d'autres poètes ou de nobles qui s'intéressaient à la littérature, puis ils trouvaient ça une sorte d'abaissement d'imprimer, de faire imprimer leurs livres. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Il y a énormément d'expérimentations qui se font dans le numérique aussi, en littérature. Évidemment, on peut combiner davantage le texte avec le son, avec les images, avec la vidéo. Il y a toutes sortes de possibilités qui étaient impossibles sur le papier. Donc, il est sûr que quand on regarde statistiquement, là, les gens, on pense qu'ils lisent moins, ils lisent probablement plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est peut-être plus tout à fait le même genre de lecture. Hein. On lit sur les réseaux sociaux, on lit des entrées Wikipédia, on lit des textes plus courts souvent, on saute d'un endroit à l'autre, évidemment sur le web. C'est plus du tout le même genre de lecture que ce qu'on avait dans le livre imprimé, qui avait des avantages fabuleux, hein, comme on le sait, pour l'approfondissement de certains sujets. Mais en même temps, quand on y pense, le livre imprimé, c'est un objet fermé, avec un début, une fin,
qui est comme dans une boîte, qui n'a pas d'ouverture, on ne peut pas dialoguer avec, on ne peut pas interagir avec. Il y a des chercheurs, comme un chercheur canadien qui s'appelle Marshall McLuhan, qui associait l'apparition du livre imprimé avec la montée de l'État-nation, du nationalisme, la spécialisation disciplinaire, le fait qu'on s'est tous mis à mettre dans des petites boîtes séparées comme ça. C'est un peu lié aussi à la forme du média qui a dominé là, pendant ces siècles-là. Alors qu'aujourd'hui, on fait un peu tout éclater, pour le meilleur et pour le pire. On ne sait pas trop encore où ça va nous mener. On voit qu'il y a toutes sortes d'effets, comme la polarisation sur les réseaux sociaux, des choses qui ont existé aussi à certaines époques, là, au début de l'imprimerie. Il ne faut pas oublier que c'est très lié aussi aux guerres de religion qu'il y a au 16e siècle. L'arrivée de Martin Luther. Martin Luther a fait une utilisation optimale du médium imprimé pour commencer le protestantisme, en rendant la Bible accessible pour tout le monde, mais avec toute une série de pamphlets aussi qui ont créé des guerres de religion, qui ont mis l'Europe à feu et à sang là, pendant plus qu'un siècle par la suite. Donc, peut-être que l'arrivée d'un nouveau médium est liée souvent à des transformations historiques, politiques, économiques extrêmement importantes, des bouleversements qui ne se passent pas toujours dans la douceur, là, comme on le sait, comme on le voit en ce moment d'ailleurs. Et souvent, il y a comme une phase utopique au début, on dirait. Moi, j'ai connu Internet dans les années 90, quand c'était... on voulait « Information wants to be free », tous les slogans de « Enfin, n'importe qui peut publier n'importe quoi, on a accès à toute l'information du monde ». Et il y avait comme une sorte de vision utopique de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la revue Wired. En Californie, il y avait des gens qui avaient une vision très, très, très positive là, des médias numériques, qui pensaient que ça allait aider à améliorer le monde comme aucun médium auparavant. Puis là, on est peut-être un peu dans la période post-utopique, je dirais, là, un peu le backlash, comme on dit en anglais, là, où on voit aussi les aspects potentiellement plus sombres de ce même média qui peut être utilisé par des forces extrémistes de droite, par exemple, pour créer des situations qui sont beaucoup moins rassurantes. Là. On voit le côté aussi potentiellement plus négatif de ce même médium-là, qui est arrivé la même chose d'ailleurs avec l'imprimerie. Après une période très utopique, il y a eu, comme je viens de le dire, la période des guerres de religion, des bouleversements importants, là, le nationalisme, les États-nations, qui ensuite, toutes les guerres qui ont suivi, qui ont mené aux guerres du 20e siècle qu'on a connues là, entre les nations. Certains historiens font remonter ça à l'apparition des États avec une langue, une nation, qui sont apparus dans le sillage de l'invention de l'imprimerie. En fait, c'est assez compliqué. C'est pas toujours une relation de cause à effet, là, déterministe, genre le livre transforme les choses. C'est probablement plus complexe que ça. Il y a des phénomènes qui étaient commencés avant l'apparition du livre imprimé, là, à la Renaissance. Mais ça semble lier en même temps la forme du médium qui va dominer une époque avec la forme d'un paquet d'autres choses, la manière dont on organise l'information, la manière dont on organise nos sociétés, nos interactions, comme en ce moment avec les réseaux sociaux, la fragmentation entre une série de petites bulles. On voit qu'on est en train de sortir du modèle traditionnel de l'État-nation avec une frontière, une langue, une culture. Et tout ça est en train d'exploser là, avec la mondialisation qui a commencé dans le domaine de l'économie, mais qui s'est poursuivie aussi dans le domaine politique. En ce moment, on est dans une période de recul. Tout le monde veut se retourner à la nation, là, « Make America Great Again », comme Trump et compagnie. Mais c'est peut-être aussi juste un mouvement de recul temporaire, là, des derniers soubresauts de la logique nationaliste là, qui a dominé pendant 3 ou 4 siècles. Peut-être qu'il va falloir traverser, j'espère que non, là, mais une autre guerre majeure avant de pouvoir sortir de cette mentalité. Là. Espérons que ce ne sera pas le cas. Mais évidemment, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on a tous un peu peur de ce qui pourrait suivre. Surtout que nos problèmes, maintenant, ils sont de nature mondiale. Là. Le réchauffement climatique, les pandémies ne tiennent pas compte des frontières nationales. Donc, il faut commencer à penser en termes de réseaux là, qui ne tiennent pas compte non plus des frontières, comme on le sait. Là. Mais je reste optimiste. Je pense qu'au bout du compte, là, on va finir par y gagner, espérons. Là. Et se servir de ce médium-là pour collaborer de manière internationale pour régler nos problèmes qui sont devenus internationaux, mondiaux, planétaires.